Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. J'organise des stages pour les 4 niveaux de Reiki. Je donne des soins de Reiki en présence ou à distance. Et tu as toutes les infos ici sur mon site internet terre-reiki.fr. Cette vidéo aujourd'hui pour répondre à des questions qui m'ont été posées il y a déjà quelques temps et je m'en excuse sur mon compte Instagram Terre de Reiki. J'avais fait un appel à questions et vous avez été plusieurs d'entre vous à me répondre et je vous en remercie. Les réponses arrivent enfin. Je vous félicite pour votre patience. J'attaque tout de suite. La première question, elle vient de Franck. Franck demande « L'utilisation des symboles peut-elle se faire hors connexion et dans l'affirmative, l'efficacité est-elle identique ?» Alors, par connexion, je pense que Franck veut parler du protocole. Moi, j'enseigne à mes élèves un protocole d'entrée dans le Reiki qui leur permet en fait de se centrer. Ça signifie prendre un temps pour laisser de côté la vie quotidienne, se préparer en quelque sorte énergétiquement à accomplir une pratique spirituelle. Ça, c'est le protocole. Je pense que c'est ce que Franck veut dire par connexion. Mais peut-être que j'ai mal compris, auquel cas, Franck, tu n'hésiteras pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Donc le protocole, on n'est pas obligé de le faire. C'est quelque chose de simple, mais en même temps c'est quelque chose de figé, puisque un protocole par définition il est figé. Et puis on peut se sentir du coup emprisonné dans ce protocole. Si on n'en a pas besoin, si on se sent apte à se connecter directement à l'énergie Reiki, on peut bien sûr s'affranchir du protocole. Le protocole, il n'a pour but que de vous aider dans votre pratique du Reiki. Vous n'avez aucune question à vous poser, vous l'appliquez et ça vous aide donc à vous connecter à l'énergie Reiki et à mettre de côté votre vie, on va dire standard, pour entrer dans cette pratique énergétique et spirituelle. Mais si vous n'avez pas besoin du protocole, eh bien vous pouvez simplement vous connecter à l'énergie Reiki avec la vibration en fait que vous ressentez dans votre cœur maintenant je me connecte à l'énergie Reiki. Alors, quand Franck dit l'utilisation des symboles Reiki peut-elle se faire hors connexion à l'énergie Reiki ? Non, il faut malgré tout cette connexion à l'énergie Reiki parce qu'en fait le symbole Reiki n'est pas une onde de forme. Tu pourras regarder ma vidéo sur la différence entre onde de forme et symbole Reiki. Le symbole Reiki, c'est une énergie qui vibre lorsque tu te connectes au Reiki, lorsque tu as appelé l'énergie Reiki. Ça veut dire que si tu fais le symbole Reiki en pilotage automatique, en le dessinant comme si tu dessinais n'importe quelle autre forme géométrique, ça va pas fonctionner en fait. Ce qui fonctionne, c'est l'énergie qui est derrière le symbole. Cette énergie, c'est l'énergie Reiki. Tu te connectes donc à cette énergie Reiki de façon protocolaire ou de façon très simple, simplement en ressentant cette connexion, cette vibration dans ton cœur. Franck me demande, dans l'affirmative, c'est-à-dire si oui, on peut utiliser les symboles sans la connexion, est-ce que l'efficacité est identique ? Clairement non. Hein. Si tu fais le symbole Reiki sans la connexion Reiki, l'efficacité elle sera pas là puisque c'est vraiment l'énergie Reiki qui va porter le symbole en fait. Donc utilisation du symbole en pilotage automatique, non, ça fonctionne pas. Il faut vraiment ressentir dans ton cœur la vibration Reiki. Franck continue sa question en disant si on oublie de couper la connexion avec un soin, que se passe-t-il ? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester connectés en permanence ? Quand on coupe la connexion Reiki après un soin, en fait, il y a 2 phases. La première phase, c'est l'épée de lumière. Avec l'épée de lumière, on va simplement séparer notre champ énergétique du champ énergétique de la personne à qui on a donné un soin de Reiki, que ce soit en présence ou à distance. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te mets le lien. Et après avoir fait l'épée de lumière, on fait le Kenyoku. Le Kenyoku, en fait, c'est un geste de nettoyage, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, qui va nous aider à dégager de nous les énergies basses qui sont éventuellement venues se poser sur nous lors du soin de Reiki, tout simplement parce qu'on les a libérées, on les a dégagées. Donc on renvoie à la terre les énergies basses avec le Kenyoku. Et on dit que quand on a fait épée de lumière et Kenyoku, on a coupé la connexion
au Reiki. Franck demande, si on oublie de couper la connexion, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe, c'est qu'on peut rester dans le champ énergétique de la personne à qui on a donné une séance et la personne peut rester aussi dans notre champ énergétique. Donc on va ressentir ses émotions, elle va ressentir les nôtres, on va avoir des symptômes qui ne sont pas les nôtres et ça fait partie vraiment des protections en Reiki et en soins énergétiques en général de couper. Chacun rentre dans son champ énergétique tout simplement pour ne pas être pollué entre guillemets par les énergies des autres. Quand tu as coupé la connexion avec l'énergie Reiki, là, il ne se passe rien de grave en fait. Ce que j'éprouve dans ma vie, c'est que à force de pratiquer le Reiki, que je pratique au quotidien bien sûr puisque c'est mon travail, eh bien, je baigne toujours dans cette énergie Reiki et je suis toujours connectée à l'énergie Reiki. Donc, c'est que des bienfaits en fait. Ça ne me permet pas de traverser la vie sur un char fleuri. Pas du tout. Et est-ce que je voudrais le faire? J'en sais rien. Je fais aussi des expériences plus ou moins désagréables. Mais en tout cas, ça m'aide à vivre ces expériences. Là, tu peux voir la vidéo que j'ai fait. Je ne vais pas revenir là-dessus, sur ce que je traverse actuellement. Base astrale ou libération. Et de plus en plus, je me dis que c'est forcément libération et pas du tout base astrale. Donc, la connexion au Reiki, plus tu vas pratiquer, plus elle se fait, mais sans arrêt. C'est sans arrêt que tu es connecté à l'énergie Reiki. Donc c'est chouette. Ça n'empêche que, même si je suis connectée à l'énergie Reiki, quand je trace un symbole dans ma vie quotidienne, je ne le trace pas en pilotage automatique. Je me reconnecte consciemment à cette vibration, je la ressens vraiment dans mon corps. Ça fait partie en fait de la loyauté et du respect que j'ai pour cette énergie Reiki. De ne pas l'utiliser à tort et à travers, comme j'utiliserais n'importe quel outil de ma vie matérielle. C'est quelque chose que je traite avec respect, avec toute l'humilité et la gratitude que cette énergie réclame. Question de Christelle à présent. Est-ce que le Reiki peut guérir une maladie en complément du traitement médical? Alors, en Reiki et en énergétique en général, on dit toujours, et retiens bien ça, toi qui m'écoutes, on ne guérit personne, c'est la personne qui se guérit. En revanche, et bien sûr, si tu vis une épreuve de maladie, je ne peux que te conseiller de conjuguer ton traitement médical conventionnel qu'il faut avant toute chose mettre en place et une technique énergétique telle que le Reiki. En fait, c'est complémentaire, mais ça marche ensemble. Il n'est pas question de penser que le Reiki se substitue à un traitement médical. Pas du tout. Pour les bobos quotidiens, pour les petites choses, évidemment, tu vas pas aller chez le médecin tous les jours pour un oui ou pour un non. Et l'énergie du Reiki peut t'aider à espacer tes visites chez le médecin. C'est ce que j'ai expérimenté pendant des années. Maintenant, je suis dans une autre phase de ma vie où je dois avoir recours au médecin conventionnel. Et merci, et je rends grâce à notre système de la sécurité sociale en France et puis à notre système médical qui me permet d'accéder à des techniques qui vont m'aider à surmonter ça. Et en même temps, évidemment, j'utilise le Reiki. Mais c'est pas contradictoire, c'est vraiment des choses complémentaires en fait. Le Reiki va m'aider sur le plan énergétique. Il va m'apporter des choses que clairement les médecins ne sont pas en mesure d'apporter, ou en tout cas ne m'apportent pas, c'est sûr. Le Reiki m'apporte des clés précieuses et là vraiment je l'expérimente personnellement et cette expérience elle est super intéressante parce que je peux vraiment te parler de la maladie, non pas d'un point de vue extérieur mais vraiment de l'intérieur. J'expérimente comment ça se passe, comment tu es reçu à l'hôpital, dans les labos, dans les différents trucs, et ce qu'on peut te dire et ne pas te dire. Et dans le parcours que j'ai fait jusqu'à présent, à aucun moment on me dit eh bien ça serait bien de booster votre énergie, de vous reconnecter à des choses positives. Pas du tout, on m'en parle pas du tout. Et si je n'avais pas ces outils
perso à ma disposition, eh bien, je sais que psychologiquement et donc physiquement, je ne serai pas du tout dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, évidemment, le Reiki en complément d'un traitement médical, c'est excellent pour avancer sur la voie de la guérison. Et je pense l'avoir déjà dit dans d'autres vidéos, le Reiki, c'est bon pour toutes les maladies, que ce soit des maladies bénignes ou des maladies plus sérieuses, sauf les psychoses. On ne soigne jamais les psychoses avec des techniques de Reiki et d'autres techniques énergétiques qui sont aussi déconseillées dans les cas de psychose. Mais pour tout le reste, on peut y aller. Michel demande, pouvez-vous aborder le thème de la Kundalini? Alors, je vais l'aborder, mais je ne vais pas approfondir. Je ne suis pas une spécialiste de la Kundalini. Ce que j'ai compris de la Kundalini, c'est que, ça c'est une conception qui nous vient de l'Inde. La Kundalini, elle est représentée sous la base d'un serpent qui est enroulé 3,5 fois sur lui-même à la base de notre colonne vertébrale, dans notre chakra racine. Et l'éveil spirituel et notre éveil énergétique va permettre en fait à cette énergie de la Kundalini de monter depuis notre chakra racine jusqu'à notre chakra couronne. Et pour les êtres éveillés, en fait, eh bien, la Kundalini, elle circule entre le chakra racine et le chakra couronne. Ce que je peux te dire de la Kundalini, c'est que il existe une sorte de yoga qui s'appelle le Kundalini Yoga, qui est basé sur les chakras, qui va venir stimuler donc cette circulation de l'énergie. Et puis, ce que je peux te dire également, c'est que l'on dit que ce qu'il convient d'éviter dans les éveils spirituels, ce sont les montées trop brutales de Kundalini. En fait, ce qu'il faut pour réveiller ce serpent, en fait, qui dort en bas de ta colonne vertébrale, c'est l'éveiller en douceur pour qu'il remonte comme ça de chakra en chakra pour t'amener à l'éveil spirituel. Et ce qui peut être dangereux, ce sont des montées brutales de Kundalini où tout à coup ton énergie qui est en bas au chakra racine va monter comme une fusée pour arriver au chakra de la couronne et provoquer en fait des expériences mystiques trop fortes qui peuvent déstabiliser. On parle notamment du syndrome de Jérusalem où des personnes vont vivre des épisodes de névrose ou de psychose, je ne sais pas trop, où ils vont pas se prendre pour Jésus, mais se prendre à tout le moins pour des disciples de Jésus. Donc on va les voir se balader dans les rues de Jérusalem, complètement à côté de leur pompe, parce qu'ils ont eu des révélations ou des expériences mystiques auxquelles ils ne sont pas préparés. Et certains climats spirituels, on va dire, énergétiques, de villes ou d'endroits du monde, sont propices à ça, dont Jérusalem. Les montées brutales de Kundalini sont donc à éviter pour notre santé psychique. Parce que si elles montent trop brutalement, dans certains cas, ça se passe hyper bien. Une personne m'a raconté une expérience qu'elle a faite. C'était un homme. Il s'était assis au bord de la plage et il regardait la mer. Et puis tout à coup, il a compris plein de choses. C'est comme si les vagues lui avaient parlé, il avait compris le sens des choses. Et là, il avait vécu en fait une expérience mystique très forte et très brutale parce que c'est quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout à la spiritualité. Et puis tout à coup, ça lui est apparu dans cette espèce de méditation improvisée qu'il avait faite au bord de la plage. Et je lui ai dit, à mon avis, ce que tu as vécu là, c'est une montée de Kundalini. Et pour lui, ça s'était bien passé. Il n'en avait pas été affecté. Au contraire, c'était une belle expérience qu'il souhaitait renouveler et qui en fait ne se renouvelle pas à la demande. Les expériences mystiques et spirituelles, elles arrivent quand elles arrivent et jamais sur commande. Voilà tout ce que je peux dire sur la Kundalini. Je ne suis pas une spécialiste. Là, on n'est pas dans le Reiki, on est plutôt dans l'énergie indienne, très liée au yoga, etc. Nadège demande: peut-on pratiquer le Reiki si l'on consomme de l'alcool ou du cannabis? Alors, je ne sais pas. Il est déconseillé, en tout cas, lorsque l'on fait un stage de Reiki, en tant qu'élève, évidemment en tant que maître Reiki également, de consommer de l'alcool et du cannabis. On dit que le Reiki va augmenter les effets de ces substances. Après, est-ce que tu peux pratiquer
sous les effets de l'alcool et du cannabis. Tout dépend de ta consommation, tout dépend de... Quand tu me parles d'alcool, est-ce que tu es alcoolique? Quand tu me parles de cannabis, est-ce que c'est une consommation très ponctuelle ou est-ce que c'est une consommation quotidienne? Et là, on est donc dans une addiction. Et avant de se poser la question de savoir est-ce que je peux pratiquer le Reiki si je suis sous alcool, cannabis ou autre substance, on va dire, eh bien c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette substance et est-ce que je peux me détacher de cette addiction. Et là, j'ai déjà fait une vidéo sur la déprogrammation cellulaire avec le Reiki et j'ai compris récemment d'autres choses de cette déprogrammation et je vais donc faire une vidéo prochainement sur la déprogrammation cellulaire qui permet justement de se libérer de nos habitudes toxiques et des addictions qu'on peut avoir, notamment à certaines substances, mais pas seulement. On peut aussi avoir des addictions comportementales, addiction au jeu par exemple. Donc, prochaine vidéo là-dessus. Et quant à pratiquer le Reiki sous alcool ou cannabis, comme je disais en réponse à ma première question, moi je traite le Reiki avec tout le respect et la loyauté qui lui est due. Si quand tu es sous substance, tu estimes que tu restes loyale, respectueuse de cette énergie-là, eh bien, ça te regarde. Moi, je ne suis pas la police de la pensée. Je trouve que on a la chance de vivre dans un pays de liberté, plus ou moins. Mais bon, quand on compare à d'autres pays, on va dire oui, c'est un pays de liberté. Le Reiki, c'est la liberté. Ce n'est en aucun cas une secte. Et c'est certainement pas à moi de te dire, fais ci, fais ça. C'est à toi de ressentir dans ton cœur la justesse de ce que tu fais. Je ne m'improvise pas donneuse de leçons, j'espère en tout cas, et vraiment le but de ces vidéos, c'est pas du tout d'être une donneuse de leçons. Donc expérimente, hein, moi je suis pas derrière toi pour vérifier, et puis moi ça m'intéresse, fais, et puis mets ton commentaire sous la vidéo pour nous dire ce qui s'est passé, et si tu as été satisfaite de ta séance de Reiki et des effets de ta séance de Reiki. Et dernière question de Jean-Paul. Jean-Paul m'avait déjà posé cette question cet été. L'été est déjà loin derrière nous. L'été 2022 a été un été très difficile à vivre pour certains d'entre nous, dont j'étais. Canicule, sécheresse, ça a été vraiment dur pour moi et je n'attendais qu'une chose, c'est l'arrivée de l'automne et des premières pluies pour planter dans mon jardin, ce que je me suis empressée de faire. Donc pour moi, Jean-Paul, ce que nous a dit cette météo de l'été, c'est il est grand temps de prendre soin de la terre, il est grand temps de planter des arbres, de chouchouter nos jardins, de chouchouter tous les espaces verts qui sont à notre disposition. Là encore, de respecter et de faire en sorte que notre mode de vie soit le plus respectueux possible de la terre, du climat, tout ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de ralentir, eh bien ça va être bon. Et même si c'est parfois désespérant de se dire que nous on fait une toute petite goutte et que d'autres font n'importe quoi, ça fait rien. La petite goutte qu'on fait, elle est importante. Donc, eh bien moi j'encourage, comme je l'ai fait d'ailleurs dans une vidéo de cet été, j'encourage chacun d'entre nous à faire sa goutte et à faire ce qu'il peut pour faire en sorte que cette dégradation de tout notre environnement qui est dû vraiment à l'activité humaine, eh bien, soit freinée et peut-être à un moment guérie. Donc là, après la crise caniculaire de cet été, on entre dans une crise énergétique pour cet hiver. On a crevé de chaud cet été, on risque de peler de froid cet hiver. Eh bien, sachez qu'on va tous être solidaires, on va tous mettre des pulls. Et puis, ça peut être un challenge intéressant que de vivre ça, non pas comme une punition, mais comme un choix. Et j'ai envie de dire, pour finir cette vidéo, en fait, tout ce que tu vis dans ta vie, tu peux le vivre comme une punition ou tu peux choisir de te dire « Ok, je vis ça
et je choisis d'en tirer quelque chose de positif. De cette expérience potentiellement désagréable, je choisis de faire quelque chose qui me fait avancer dans la vie. Ça s'appelle la transmutation. C'est ce que faisaient les alchimistes du Moyen-Âge. Ils voulaient transformer le plomb en or. Eh bien, le plomb, c'est toutes les expériences désagréables que nous faisons sur le plan personnel comme sur le plan collectif. Et l'or, eh bien, c'est la chose magnifique et positive qui peut sortir du plomb. Et toi qui me regardes, tu as la possibilité de faire de l'or avec le plomb. Et c'est toi qui décides en fait. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos et je te dis à bientôt. Namasté.